sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur, le Minimag, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme cette semaine, comme à notre bonne habitude, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons en duplex Mathieu Driol, Mathieu qui est analyste senior chez Day by Day, qui dans sa commo du jour nous expliquera quels sont les mouvements que l'on peut attendre sur deux matières premières agricoles. Et puis pour clore cette édition, nous vous rediffuserons une interview de Benjamin Louvet, Benjamin qui est directeur de la gestion matières premières chez Ophi Asset Management, et avec lequel nous dresserons le bilan du marché pétrolier. Vous verrez, c'est une synthèse, une analyse extrêmement intéressante. Nous reviendrons sur le conflit au Proche-Orient. Nous essaierons de comprendre où peuvent aller les prix du gaz également en France. Voilà, je vous invite très clairement à rester avec nous à la suite de Mathieu Driol. Voilà, mais donc en ouverture de notre Minimag, je vous rappelle donc que nous allons faire un tour de l'actualité via des articles que nous avons trouvés sur le site internet la lettre de l'acheteur.com. Et selon les prévisions de Greenpool Commodities spécialiste, la région centre-sud du Brésil devrait produire 40,5 millions de tonnes de sucre au cours de la saison 2023-2024. C'est un record. La société indépendante basée à Brisbane a déclaré dans un rapport que le temps chaud et sec dans la région permet aux usines de poursuivre la récolte de canne à sucre à un rythme soutenu avec une large allocation de la canne à la production de sucre. Greenpool Commodity Spécialiste a également déclaré que la situation dans les ports du Brésil reste toutefois problématique en raison de mouvements excessifs suite à des récoltes records ou quasi-records de soja, de maïs et de sucre. Je vous rappelle enfin que le Brésil est le plus grand producteur et exportateur de sucre au monde. Après 2 années de marché à terme inversé, l'abondance mondiale de maïs et de soja a considérablement amélioré les perspectives de bénéfices des silos stockant des céréales. Les agriculteurs, cependant, ont été réticents à vendre car les prix du maïs et du soja ont fortement chuté par rapport au plus haut du début de cette saison. Les agriculteurs étant réticents également à vendre au prix actuel puisque certains silos compensant leur position plus courte en gain en facturant des taux de stockage plus élevés ou en utilisant la tarification différée qui permet aux agriculteurs de livrer le grain au silo et de fixer le prix du produit plus tard. Le facteur chance qui pourrait cependant ramener les marchés à terme sur une base inverse et se resserrer concerne les exportations puisqu'elles pourraient être boostées par une mauvaise récolte au Brésil, une résurgence continue de la demande chinoise, un retour à des niveaux d'eau plus nouveaux sur le fleuve Mississippi et la faiblesse du dollar américain. Au 1er novembre, en France, avec près de 1,6 million de tonnes, la production française de pommes en devinettes en 2023 dépasserait de 9% le niveau de l'an dernier, de 8% la moyenne 2018-2022. La raison est météorologique, puisque les conditions météo ont été favorables au grossissement des fruits, et ce même si, dans certaines régions, les calibres s'avèrent inférieurs à ceux attendus. La hausse concernerait toutes les régions, à l'exception de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a dû faire face à différents aléas climatiques favorisant la présence de petits calibres. On va faire une pause dans cette édition du Minimag de la lettre de l'acheteur et juste après nous retrouverons Mathieu Driol en duplex qui donc nous présentera trois futurs mouvements qui pourraient être réalisés sur deux matières premières agricoles. A tout de suite sur TV Finance. Nous sommes donc de retour dans cette édition du Minimag de la lettre de l'acheteur. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver le fantastique Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Merci Mathieu d'être avec nous ce matin. Comme tous les 15 jours, notamment dans notre Minimag, vous êtes là pour nous parler de la commo du jour. La commo du jour, c'est deux analyses techniques en lien avec deux matières premières agricoles. On va commencer avec le cocoa à London. Mathieu, fondamentalement, il y a beaucoup d'indicateurs qui militent pour le fait que la tendance observée à moyen terme se poursuive, notamment les craintes autour d'un déficit mondial en fèves de cacao. Du coup, par la force des choses, je m'attends à ce que vous nous dites que les cours vont continuer à grimper. Alors effectivement c'est pas la première fois sur ce plateau dont on parle de cette tendance haussière du cacao London assez forte depuis on va dire la fin de l'été 2022 et la début de
début d'année 2023, en fait, et la sortie par le haut d'un triangle symétrique, le mouvement haussier n'a fait que s'accélérer, et cela encore dernièrement, avec le très beau rebond sur le support à 2921, support qui est devenu majeur maintenant. Alors, on note néanmoins un tout petit bémol, c'est la bougie de la semaine qui dénote un petit peu par rapport aux précédentes, à savoir que les précédentes, en fait, avaient quasiment que des clôtures au plus haut. Là, on a des petites mèches, sur une bougie comme ça après une très forte tendance. Ça indique que les acheteurs et les vendeurs se livrent une bataille, en tout cas que les acheteurs ont trouvé un petit peu de résistance. Alors, effectivement, la tendance, elle est intacte, elle reste très forte. Le problème, c'est qu'elle commence à être un petit peu surachetée, un petit peu tendue. On remarque effectivement que sur, on va dire, les 4-5 derniers mois, on a fait à chaque fois 2 petites semaines de pause à peine, même si je pousse le bouchon un petit peu plus loin, en fait, depuis le mois de mars 2023, c'est 2 semaines maximum de correction au sein de toute l'impulsion haussière. C'est vraiment très peu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs ont une mainmise sur le marché, mais ça veut dire que plus effectivement on grimpe, plus la pente s'accélère, et bien à un moment le risque c'est d'avoir une phase de correction un petit peu comme ce que l'on avait eu début juillet, une grosse bougie et 2, 3, 400 de pertes sur une semaine, sur 15 jours. Alors ici, comment détecter ce niveau-là? C'est par la rupture du dernier creux. Le dernier creux notable, c'est 3329. Donc d'une certaine façon, tant que 3329 reste support, on est à l'abri de cette phase de correction. Les prochaines résistances, pour ces 4000 et 4730, on est obligé de mettre des niveaux maintenant de projection très éloignés, puisqu'on ne fait que franchir des résistances les unes après les autres. Ce sont, Mathieu, des plus hauts historiques ou pas, par la force des choses ou... De ce que j'ai trouvé, oui. Okay. Après, j'ai pas forcément des historiques extrêmement longs. On pourrait effectivement remonter à plus tard. Attendez, je vais sur un autre logiciel pour vérifier si je ne raconte pas de bêtises. C'est gentil, je suis désolé, Mathieu. Non, il n'y a pas de souci. J'ai des historiques, moi, qui remontent jusqu'à 94. Ah oui, donc on a 30 ans, mais j'ai pas avant. Okay. Et donc, du coup, par la force des choses, sur 30 ans, on est sur des plus hauts de 30 ans on est sur largement, si vous voulez. Les précédents sommets que l'on a franchis, en fait, dans cette accélération, ils dataient de 2010, ils étaient aux alentours des 2600. Donc, ça, c'était les plus hauts on avait ça en 2010, on avait ça en 2016, aux alentours des 2500. Donc on a cette zone-là, en fait, c'était une véritable articulation de moyen terme. C'était une zone qui avait capé les cours pendant, on va dire, quasiment 15 ans. Donc le fait d'avoir franchi là, c'est probablement ce qui génère cette phase d'emballement. Et en fait, on a que 2 façons de finir ces phases d'emballement. C'est soit on part en chandelle. Donc une chandelle, c'est quoi? C'est que en fait vous ne trouvez plus rien en face et donc vous partez vraiment parce que les besoins, les gens courent après le papier, en fait, et ils s'en fichent du prix, ils en veulent, point, c'est tout. Et donc en fait vous avez des bougies en ligne droite et à un moment vous avez une énorme bougie qui vient solder un petit peu d'une certaine façon toutes les positions prises par les intervenants, et puis derrière soit vous repartez aussi fort mais à la baisse, soit en fait vous faites un grand plat et c'en est fini de l'impulsion haussière pendant très longtemps. Mais la tendance de fond, le reste haussière, la fin de la chandelle avec ce qu'on appellerait en analyse technique, en fait, c'est un sommet en V. C'est que vraiment vous montez sur une pente extrêmement forte, vous faites un climax et puis vous redescendez sur une pente qui est tout aussi forte. Impossible de savoir à l'avance quel type de correction veut prendre le marché.
pour l'instant, en tout cas, il n'a pas vraiment l'air d'en prendre. Donc, on n'est probablement pas encore sur un sommet. Oui, c'est tendu, oui, c'est très fort, mais je n'ai pour l'instant aucun réel signe d'apaisement sur. Ok, très clair. Merci Mathieu pour ces précisions, cette précision. On va poursuivre avec le canola qui est dans une situation technique complètement différente, beaucoup plus indécise, tiraillé entre un dollar qui s'affaiblit et qui pèse donc mécaniquement sur les cours et le risque de perte de surface au Brésil de l'autre côté. Tu sais, par la force des choses, on a l'impression que le cours du canola est sur le fil du rasoir en quelque sorte. Mais il a défini 2 bornes en fait. La borne basse c'est 656. C'est un niveau qui a déjà été testé courant de l'été, qui avait provoqué un vif retour des acheteurs. Niveau qu'on a travaillé il y a quelques semaines. C'était aussi un précédent support, une précédente résistance en fait dans les années 2013. C'est un niveau donc qui est polaire, qui était anciennement résistance, qui est devenu support. C'est un niveau d'articulation de moyen terme très puissant. À la hausse, c'est le dernier rebond en fait depuis ce support à 656 qui a permis de définir une résistance aux alentours des 854,80 si je veux être précis. Ce niveau-là, c'est maintenant le dernier sommet descendant au sein de la phase de correction qu'on a entamée courant 2022. C'est donc un niveau clé puisque lorsqu'il oscille est franchi, vous annulez la succession de sommets descendants et donc vous rebasculez sur quelque chose qui retrouve peut-être un petit peu de tonus. Donc on a fait la borne basse il n'y a pas longtemps. Probablement qu'on doit aller chercher la borne haute aux alentours donc des 850. Ça c'est au bémol près que pour l'instant le rebond n'est pas d'une amplitude dingue. Et tout état de cause, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on clôturait sous 656, c'est la dynamique de correction, la dynamique baissière en place depuis 2022 qui garderait sa domination et on repasserait alors par une nouvelle phase a priori d'accélération baissière à moyen terme avec un parcours beaucoup plus torturé. Ok, très clair. Écoutez, effectivement, on voit bien que techniquement ce parcours est torturé et compliqué. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous ce matin. Mathieu Driol, vous êtes analyste senior chez Debayday et entre nous, vous êtes Mathieu le Magnifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je profite de cet instant pour vous souhaiter un excellent week-end et une très bonne journée et un excellent week-end puisque dans un instant, on va vous rediffuser une interview de Benjamin Louvet. Benjamin est directeur de la gestion matières premières chez Ophi Asset Management et pour nous, il est revenu il nous a proposé un panorama très complet du marché du pétrole et des directions dans lesquelles il pourrait aller en utilisant plusieurs scénarios et notamment celui que l'on subit, le malheureux scénario du conflit au Proche-Orient. Nous traiterons également des anticipations de cours du gaz naturel. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Nous sommes de retour dans cette édition du 3 novembre du Minimac de la lettre de l'acheteur. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver notre invité du jour, Monsieur Benjamin Louvet. Bonjour Monsieur Louvet. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Asset Management. Benjamin, on va commencer avec vous par ce thème d'actualité qui est dans toutes les têtes. Malheureusement, c'est la reprise du conflit au Proche-Orient. Tout le monde y va de son scénario actuellement, la Banque mondiale, l'AIE, l'OPEP. Quel est selon vous le scénario qu'il faut privilégier selon vous ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a quand même clairement une volonté d'essayer de circonscrire le conflit à la zone de départ, c'est-à-dire qu'il ne déborde pas sur les pays voisins. On a notamment un rôle très important joué par les Américains dans ce but, puisqu'ils ont annoncé l'envoi d'un porte-avions, puis 2, puis 3 porte-avions. Il faut savoir également que les Américains ont aux portes du détroit d'Ormuz la 5e flotte qui est installée. Donc, il y a une volonté d'essayer d'éviter que le conflit dépasse les frontières d'Israël aujourd'hui et de la Palestine, parce que on sent que déjà, on a quelques affrontements avec le Hezbollah juste à côté qui peuvent éventuellement envenimer un peu la situation. Mais le gros enjeu, en réalité, c'est que le conflit ne déborde pas sur l'Iran, auquel cas, là, on pourrait avoir un vrai problème.
parce que on aurait un acteur majeur du monde de la région qui serait impliqué, qui est en plus un gros producteur de pétrole. Et donc là, ça pourrait déstabiliser sérieusement le marché de l'énergie et nous emmener vers une situation qui pourrait avoir des conséquences économiques graves, avec potentiellement une envolée des prix du pétrole. Donc en fait, ce à quoi est pendu le marché pétrolier, c'est beaucoup finalement des nouvelles. On attend beaucoup, enfin l'évolution se fait au gré des nouvelles. Ceci étant, on se souvient qu'il y a 15 jours, l'Iran a appelé les pays musulmans producteurs de pétrole à boycotter Israël. Ça n'a pas eu effet, ça n'a pas pris. Du coup, par la force des choses, j'imagine que vous êtes plutôt confiant et que le prix du baril de pétrole de Brent devrait rester aux alentours de 85-90 dollars globalement. C'est votre scénario? Alors oui, on est plutôt confiant. Alors l'appel de l'Iran est un appel auquel peu d'acteurs ont vraiment porté attention pour une raison simple, c'est que l'Iran appelle régulièrement à ce boycott. Donc en fait, c'est pas une grosse nouveauté. Effectivement, pour l'instant, en fait, l'enjeu, c'est de savoir si le marché du pétrole est perturbé par l'ensemble de ce qui se passe dans la région. Et pour l'instant, force est de constater que le pétrole circule assez librement. Il n'y a pas eu d'impact sur les flux pétroliers. Et donc, ça rassure le marché, ce qui explique la relative stabilité des prix du pétrole pour l'instant. À notre sens, malgré tout, le prix du pétrole pourrait monter encore un petit peu parce que, au-delà de cette problématique régionale, de conflit régional, on a un vrai sujet d'équilibre entre l'offre et la demande avec l'Arabie Saoudite et l'OPEP qui ont baissé leur production ces derniers mois, ce qui entraîne une tension et une baisse des stocks un peu partout. Donc pour l'instant, on arrive à compenser avec les stocks. Mais si ça devait durer un peu plus longtemps, on pourrait voir les prix du pétrole revenir tranquillement vers les 100 dollars. Très bien, donc du coup ce que ça veut dire c'est qu'on est de nouveau de retour à l'analyse des fondamentaux, donc l'analyse de l'offre et de la demande pour comprendre les évolutions du baril de Brent, des barils de Brent et de WTI actuellement. Oui, tout à fait. Tant qu'en fait on n'a pas de débordement de la zone qui nous emmène vers une indisponibilité partielle du pétrole, et encore si cette indisponibilité était relativement légère, on a moyen de compenser parce que je le disais, l'Arabie Saoudite a baissé sa production, donc elle dispose d'une réserve qu'elle a dit être prête à mettre sur le marché si nécessaire. Hein. Je rappelle que l'Arabie Saoudite a pour l'instant baissé sa production de 2 millions de barils par jour, donc elle pourrait remettre ces barils si les prix du pétrole venaient à s'envoler. Mais on a globalement une certaine stabilité à attendre et un retour des fondamentaux qui en fait n'ont jamais vraiment quitté l'esprit du marché, puisqu'on l'a bien vu hein, à la suite de ces événements. Nous n'avons pas eu d'envolée des cours du pétrole. Il y a eu une petite remontée de 3 à 4% le premier jour, et puis très vite le marché s'est calmé et est revenu sur ses fondamentaux. Le marché du pétrole peut s'analyser, on sait qu'il y a deux prix, il y a le spot et le marché spot et le marché à terme. Ce qui fait que souvent il peut se retrouver dans une configuration qu'on appelle backwardation ou contango. Actuellement il est dans quelle configuration Benjamin, et est-ce que ça peut justement expliquer le fait que le marché ne réagit pas ou réagit peu au conflit au Proche-Orient? Alors actuellement, le marché du pétrole est dans une situation qu'on appelle de backwardation, qui n'est pas la situation normale. Hein. Traditionnellement, les prix à terme valent plus cher que les prix comptants, ce qui est logique parce que si vous achetez du pétrole comptant, il va falloir le stocker pour la période. Et donc, si vous achetez le prix à terme, pour que ce soit équivalent, eh bien, il faut que vous payiez le coût comptant plus le coût de stockage. Quand on arrive dans une situation un peu tendue, où on a des craintes sur l'approvisionnement, eh bien, on se retrouve dans une situation où les acteurs de marché sont prêts à payer plus cher le pétrole tout de suite. Et donc, on se retrouve dans cette situation de backwardation avec les prix comptants qui passent au-dessus des prix à terme, parce que à court terme, on n'est pas sûr de pouvoir se fournir en pétrole. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché est dans cette situation de backwardation, mais il était déjà avant le conflit au Proche-Orient, et c'était plus lié justement à ces réductions de production que j'évoquais tout à l'heure de la part de l'OPEP+, et notamment de l'Arabie Saoudite et de la Russie, qui fait qu'on attend un déstockage de pétrole sur le court terme. Donc les investisseurs, les producteurs, enfin les consommateurs de pétrole, ayant peur de ne pas pouvoir trouver tout le pétrole dont ils ont besoin à court terme, sont prêts à payer une prime pour être sûrs d'avoir leur pétrole tout de suite. Donc on voit bien que c'est un fonctionnement normal du marché qui n'est pas lié effectivement à la situation qu'on peut connaître. En tout cas, il n'y a pas de tension sur les prix à moyen terme aujourd'hui dans le cadre de ce conflit.
pas de tension à moyen terme, et on est ravis de l'entendre. Ceci étant, quand on écoute les décideurs politiques, ils semblent quand même redouter un peu, même si l'inflation a baissé globalement dans les grandes économies et notamment la zone euro, on sait que la composante inflation, la composante énergétique y est pour beaucoup. Ceci étant, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt. Du coup, par la force des choses, si on revient sur cette logique de prix et donc d'inflation, pour faire le lien, en fait, en gros, c'est pour dire que le coût du capital est extrêmement élevé en ce moment. Si on étudie le dernier rapport de l'OPEP, il prédit que la demande devrait augmenter d'ici 16% d'ici à 2045. Benjamin, comment est-ce qu'on peut stimuler la croissance aujourd'hui alors que le coût du capital est extrêmement élevé ? C'est un vrai sujet, en tout cas pour la croissance de production d'énergie d'une façon générale. On voit le problème se poser dans le cadre de la production pétrolière, mais également dans le cadre de la production d'énergie renouvelable. Les coûts sont en train d'être revus. On a vu aux États-Unis plusieurs appels d'offres qui ont été remportés par des compagnies qui ont ensuite demandé une révision du prix à la hausse parce que les coûts du capital, maintenant plus l'inflation, ne leur permettent pas de produire dans de bonnes conditions aux tarifs qui ont été négociés. Donc les derniers tarifs négociés, pour vous donner un ordre d'idée sur ces projets, c'est 141 $ du mégawattheure. Pour vous donner un élément de comparaison, l'EPR de Flamanville, qui a fait scandale à cause des dépassements de délai, à cause des dépassements de financement, va revenir à 120 € du mégawattheure. Donc on voit bien qu'on a un renchérissement du coût de l'énergie. Et dans le domaine du pétrole, c'est encore plus renforcé parce que, compte tenu du fait qu'on ne sait pas à un horizon moyen terme de combien on va devoir disposer de pétrole, vous le rappeliez, l'OPEP dit que la demande va augmenter jusqu'en 2045, mais l'Agence internationale à l'énergie, qui conseille les pays de l'OCDE sur leur politique pétrolière et politique énergétique d'une façon générale, elle prédit un pic de la consommation de pétrole en 2028. Et à partir de là, un plateau. Donc en fait, à cause de tout ça, à cause de la hausse des coûts du capital et à cause de cette incertitude sur la consommation de pétrole, eh bien les compagnies pétrolières sont beaucoup plus réticentes à investir et vont chercher à investir dans des projets qui vont être rentables beaucoup plus vite. La logique étant, je ne sais pas pour combien de temps je vais pouvoir vendre mon pétrole, et donc je vais essayer d'aller plus tôt chercher des projets qui vont être rentables très vite. C'est d'ailleurs ce qu'on constate en ce moment avec les dernières grandes annonces qui ont eu lieu en termes de rapprochement dans le secteur pétrolier aux États-Unis, où Exxon a annoncé le rachat de Pioneer et Chevron le rachat de Hess. Ces deux sociétés sont les deux sociétés rachetées sont des sociétés qui font du pétrole de schiste, et le pétrole de schiste a cette spécificité de pouvoir être mis en route très rapidement et de s'épuiser assez rapidement. Donc en gros, il faut 6 mois pour mettre en place un nouveau puits de pétrole de schiste, et au bout de 18 mois, il a perdu 70% de sa production. Donc on a avec ça une capacité de réactivité en fait à une hausse des prix et une capacité à faire de la rentabilité à court terme qui est importante. Je pense que c'est ce qui justifie ces mouvements. Mais en tout état de cause, effectivement, il est très probable que l'énergie va devoir coûter plus cher dans les années qui viennent. Écoutez, on suivra ça avec attention. Vous avez fait mention de l'AIE. L'AIE a souligné dans son dernier rapport que le système énergétique s'est engagé dans une transformation profonde qui doit accélérer. Ceci étant, en parallèle, il y a d'autres facteurs qui pourraient éventuellement peser sur cette transformation nécessaire. C'est notamment la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine qui prend de jour en jour de nouveaux tournants. Les nouveaux tours de vis sont faits. Est-ce que cette guerre froide technologique peut avoir une incidence sur cette transition énergétique selon vous ? Bien sûr, on le voit, c'est l'objet d'un livre qu'on vient de publier avec Emmanuel H autour de la problématique des métaux, et en fait la guerre des métaux a commencé. Il faut savoir que la Chine est un acteur incontournable aujourd'hui, toutes les technologies bas carbone, tout ce qui est précurseur, des éoliennes, des panneaux solaires, des batteries, sont très majoritairement produits en Chine, 60 à 80%. Et pour ce qui est des métaux également, la Chine est extrêmement présente. Ça fait 20 ans qu'elle peaufine sa stratégie sur le sujet. Et donc sur les métaux où elle n'est pas très, très présente, elle est en revanche très présente sur le raffinage. C'est le cas pour le lithium, par exemple, dont elle produit, sa part dans la production mondiale est assez faible, mais l'Australie, qui est voisine, envoie son lithium en Chine pour être raffiné. Et donc on voit la Chine commencer à répondre aux restrictions mises en place par les États-Unis sur la technologie par des réponses adaptées à ses moyens et à ses spécificités, notamment en annonçant avant l'été une restriction sur les ventes de gallium et de germanium, deux terres rares qui sont indispensables à beaucoup de technologies bas carbone et beaucoup de technologies de défense.
en annonçant tout récemment qu'à partir de la fin de l'année, elle restreindrait également les exportations de graphite, qui sont absolument essentielles pour la réalisation des batteries des véhicules électriques. Donc effectivement, on a déjà les prémices de l'impact de cette guerre technologique sur la transition énergétique, parce que on ne va pas pouvoir faire sans la Chine, en tout cas au moins pour la fin de cette décennie. Et la Chine l'a bien compris et commence à pousser ses pions pour essayer de tirer avantage de cette situation. Ça va nourrir la hausse des prix, la transition énergétique va coûter de plus en plus cher, du coup par la force des choses, on l'estimait, le coût était déjà faramineux avant la résurgence de cette guerre technologique entre les États-Unis et la Chine, du coup par la force des choses, ça va faire qu'empirer selon vous? Oui, c'est très probable. Enfin, pour moi, il faut bien comprendre une chose. On a aujourd'hui une industrie qui est basée sur une énergie peu chère, abondante et pratique, que sont les énergies fossiles. On veut décider de passer à un modèle qui est peut-être un peu moins pratique, notamment parce qu'il y a la question de l'intermittence à gérer. Ça ne peut pas avoir de coût. Et puis, pour ce qui est de continuer à utiliser les énergies fossiles, on a décidé de prendre en compte une externalité négative qu'on ne prenait pas en compte avant, donc ça a forcément un coût. Donc, on a très probablement de bonnes raisons de penser que les énergies vont coûter de plus en plus cher. Et pour ce qui est des énergies renouvelables en particulier, on fait le pari qu'avec les économies d'échelle, on va avoir des coûts qui baissent indéfiniment, enfin qui baissent régulièrement, pardon. Et notre avis chez Ophi Invest Asset Management, c'est que malgré tout, les besoins en métaux que vont générer cette transition risquent de faire très fortement monter le prix de ces métaux. Je vous donne un chiffre, hein. Le CNRS estime que dans les 30 prochaines années, on va devoir extraire de la croûte terrestre autant de métaux que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et on ne s'est pas préparé à ça. Donc, il est très probable que ça entraîne des tensions très fortes sur le prix de certains métaux indispensables à ces technologies. Et si les prix de ces métaux augmentent et qu'en même temps le prix de l'énergie augmente, eh bien, on ne peut pas voir le prix de ces énergies renouvelables baisser. Donc, on aura probablement la nécessité de payer une énergie plus chère dans les décennies à venir. Benjamin, pour finir votre intervention, on va réévoquer de nouveau le conflit au Proche-Orient, mais sous l'angle du gaz naturel cette fois-ci. Ma première question, c'est de savoir est-ce que les flux mondiaux peuvent être perturbés? Parce qu'on a observé au début du conflit un pic en fait de prix, mais est-ce que cette hausse de prix était réellement liée à cette attaque du Hamas contre Israël, ou bien un autre facteur en est la conséquence? Deuxième partie de ma question, hier on a appris que les États-Unis avaient mis en place des sanctions à l'encontre du GNL russe. Est-ce que tout ça va perturber les marchés mondiaux, les flux mondiaux de GNL selon vous? Alors, je ne pense pas. Si on revient sur pour la première partie de votre question sur l'impact du conflit au Proche-Orient sur les prix du gaz, il y a effectivement une hausse qui a été concomitante au début de l'affrontement entre Israël et le Hamas, enfin plutôt à l'attaque du Hamas sur Israël. Mais en fait, je ne pense pas que cette hausse était vraiment liée à cette problématique du Proche-Orient. Il y a eu exactement au même moment quelque chose dont on a beaucoup moins parlé, c'est qu'il y a eu un problème sur un pipeline qui relie l'Estonie à la Finlande, un gazoduc, et il semblerait, après enquête, que ce dysfonctionnement soit lié à un sabotage. Donc c'est la deuxième fois après ce qui est arrivé à Nord Stream que on constate ce genre d'opération, et donc ça pose la question de savoir si l'approvisionnement en gaz est sécurisé. Et c'est ça qui pour moi a fait monter le prix du gaz au moment où le Hamas a attaqué Israël, et pas tellement le conflit israélo-palestinien. Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, est-ce que le flux de gaz peut être perturbé? Je vais vous dire très honnêtement, sur les sanctions qui ont été mises sur le gaz GNL russe, le but du jeu est surtout de limiter les ressources que la Russie peut tirer de ses énergies fossiles. Mais en aucun cas, on a vocation et intérêt à supprimer l'accès du gaz et du pétrole russe sur le marché. On s'est bien organisé pour qu'il puisse continuer à arriver, tout simplement parce que vous ne pouvez pas vous passer d'un des acteurs majeurs de ce marché. On le voit bien sur le pétrole. On a mis en place un espèce de cap sur le prix pour éviter que la Russie touche trop d'argent, mais on s'est arrangé pour que le pétrole russe continue à arriver sur le marché, tout simplement parce qu'on ne sait pas faire 110 millions de barils par jour, c'est-à-dire 10% de la production mondiale. Donc on doit s'arranger pour que ça continue à arriver. L'impact, par contre, peut être sur le prix. Et là, au moment où on rentre dans l'hiver,
Aujourd'hui, il y a des bonnes raisons d'être plutôt optimiste. On a par rapport à l'hiver dernier une situation qui s'est beaucoup améliorée pour plusieurs raisons. D'abord parce que les stocks de gaz en Europe sont pleins à 98%, première chose. Et deuxième chose, parce que on a en France notre industrie nucléaire qui se porte beaucoup mieux que l'année dernière, avec des réparations qui ont été assurées sur l'ensemble des centrales qui avaient connu des problèmes de corrosion sur contrainte. Donc on a l'essentiel de notre parc qui est disponible. Donc à moins d'avoir un hiver très froid, on ne devrait pas avoir trop de tension sur le gaz, et soyons optimistes, normalement on n'aura pas de problème d'approvisionnement en gaz. Ce qui peut éventuellement se poser par contre, c'est qu'en fin de saison, si l'hiver est froid à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février, eh bien se procurer du GNL, compte tenu de la concurrence internationale qu'il y a sur ce gaz naturel liquéfié, nous coûte beaucoup plus cher. Donc on peut craindre une volatilité des prix, mais en revanche, on doit être assez rassurant sur le fait qu'on ne manquera pas de gaz a priori cet hiver. Oui, comme en fin de saison dernière, je crois qu'un système d'enchères s'était mis en place et que finalement on achetait du GNL qui était à l'origine destiné, je crois, au Japon, qui partait d'Australie, qui était destiné au Japon et qui finalement a été dérouté vers chez nous, mais qui a des prix bien supérieurs. Merci beaucoup, Benjamin Louvet, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes, alors je suis désolé, je l'ai plus, vous êtes directeur de la gestion matières premières, voilà, chez Ophi Asset Management, et c'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Monsieur Louvet, on marque une rapide courte page de publicité, on se retrouve juste après avec la commo du jour et Mathieu Drial. À tout de suite.